bienvenue à cette session. Le syndicat des greffiers invite les autorités à faire du 17 août, date consensuelle, celle de l'application effective de la loi 054 portant grille indemnitaire. Le Burkina renforce ses compétences en matière cinématographique. Un projet d'appui au FESPACO vient d'être mis en place pour redynamiser l'organisation. Le lancement de la 3e édition du concours d'art oratoire « Je slame pour ma patrie » est survenu aujourd'hui, une 3e édition sous fond de lutte contre l'incivisme et l'intolérance. C'était le sommaire, bienvenue à ce journal. Le syndicat des greffiers appelle le gouvernement de la transition au respect de l'échéance du 17 août comme date butoir pour la satisfaction de leurs revendications. Il s'agit de l'application de la loi 054 de décembre 2012. Ibrahim Sanou. Dénoncer le silence des autorités sur la prise de décision concernant le décret d'application de la loi 054 adopté le 18 décembre 2012, c'est l'objectif principal qui a animé le point de presse du syndicat des greffiers du Burkina SGB, tenu ce mardi 11 août 2015. L'objectif de ce point de presse est d'une part de faire le bilan de l'évolution de la procédure de prise des décrets d'application de la loi 054 AN du 18 décembre 2015, restant à savoir le décret portant grille indemnitaire et celui portant classement indiciaire, et d'autre part, interpeller les autorités sur la nécessité de parachever le processus d'adoption des 10 décrets dans un bref délai, conformément au pacte pour le renouveau de la justice. Faire du 17 août la date butoir à l'issue de laquelle la question de la loi 054 trouverait une solution définitive. Tel est le souhait du syndicat des greffiers du Burkina. Rien que la semaine dernière, nous avons encore pris attache avec les autorités de notre département qui nous ont communiqué que, de façon consensuelle, la date du 17 août 2015 a été retenue pour la rencontre avec le ministère de l'Économie et des Finances. Selon ces autorités, le dossier devrait connaître une issue heureuse après cette rencontre. Tout en déplorant les actions que les syndicats ont de par le passé menées et qui ont paralysé les juridictions et affecté les justiciables, nous invitons les autorités des deux ministères à faire du 17 août à venir une date utile à l'issue de laquelle la question de l'application de la loi 054 AN du 18 décembre 2012 trouvera une solution définitive, et cela pour un meilleur fonctionnement de l'institution judiciaire. Nous attendons du ministère de l'Économie et des Finances une certaine diligence afin que nous puissions tourner la page de ce conflit social aux conséquences désastreuses qui n'a que trop duré pour nous attaquer sérieusement aux nombreux défis que doivent relever l'ensemble des acteurs de la justice. Depuis le début de l'année 2014 jusqu'en juin 2015, le fonctionnement des juridictions a connu des perturbations consécutives aux actions des greffiers. Espérons que ces problèmes trouvent une solution pour un meilleur fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le ministre de la fonction publique, Augustin Loada, a dressé ce matin le bilan de sa tournée dans les 12 régions du pays. Une sortie au cours de laquelle il a eu des échanges avec les agents de la fonction publique sur leurs conditions de travail. Il a aussi été question de la 2e phase du plan stratégique décennal de modernisation et de l'administration. Hassan Nakro nous en dit plus. Une tournée bien réussie pour le ministre en charge de la fonction publique. C'est ce que l'on peut retenir lors de cette présentation de bilan à la presse ce mardi 11 août 2015. Une tournée débutée le 4 juillet et qui a pris fin le 4 août 2015 dans 12 régions du Burkina, excepté la région du centre, et placée sous l'égide d'une campagne de communication et de sensibilisation sur le plan stratégique décennal de modernisation et de l'administration PSDMA à l'endroit des agents de la fonction publique. Le PSDMA contient 5 axes majeurs. 5 axes stratégiques structurent ce document. Amélioration de l'efficacité et de la qualité des prestations de l'administration. Valorisation et renforcement des ressources humaines de l'administration. Promotion de l'accessibilité et de la transparence dans l'administration.
promotion d'une administration électronique et enfin, promotion d'une déconcentration au service d'une décentralisation plus effective, porteuse de développement. Il faut noter que le plan stratégique décennal de modernisation de l'administration est à sa deuxième phase et donne déjà des résultats satisfaisants au regard de ceux escomptés par la première phase. En rappel, le premier plan d'action qui s'est déroulé de 2011 à 2014 a permis de réaliser le recensement biométrique des agents de la fonction publique, d'organiser des sessions de top management au profit de responsables de l'administration publique nouvellement nommés en Conseil des ministres. Il a permis d'adopter le guide d'élaboration de plans de formation continue des agents des ministères et institutions, d'élaborer la stratégie nationale de déconcentration administrative, de mettre en place le système Prévius pour les retraités, d'introduire les technologies de l'information et de la communication dans l'organisation des concours, d'élaborer et publier le répertoire et l'adressage des structures publiques, de mettre en place le système Alias par SMS, le système Diane et le système Sadina. Au regard de ces performances, le gouvernement de transition soutenu par la Banque mondiale, avec une enveloppe financière de 20 milliards de francs CFA, a adopté la deuxième phase qui concernera la période 2015-2018 avec pour but de faire le Burkina Faso un état de droit qui dispose d'une administration moderne, performante et porteuse de développement. Attendu pour le 13 août prochain, le dépôt du rapport des travaux de la Commission de réconciliation nationale et des réformes accusera un retard. À travers un communiqué public, la Commission a assuré que le document de synthèse sera disponible incessamment. Pour Monseigneur Paul Ouedraogo, ce retard s'explique par le nombre, la quantité de dossiers reçus, mais aussi par des circonstances indépendantes de leur volonté. Et afin de donner une nouvelle dynamique au FESPACO, un projet d'appui au festival vient d'être mis en place. Ce projet est piloté par un comité de 7 membres, une initiative que saluent des cinéastes burkinabés. Le compte rendu avec Viviane Bama. Capitale du cinéma africain grâce au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou FESPACO, le Burkina Faso continue de renforcer ses compétences en matière cinématographique. Pour ce faire, le projet dénommé Appui au FESPACO, visant au renforcement des capacités, vient d'être mis en place. Je crois que c'est un comité qui a été mis en place suite à un long processus depuis les études concernant l'organisation du FESPACO, l'audit organisationnel, qui a été suivi par l'élaboration d'une stratégie de développement du FESPACO avec un plan d'action sur 4 ans, 2014, 2013, 2017. Donc ce plan d'action sur 4 ans connaît déjà une mise en œuvre depuis le 23 avril 2015 par un programme d'appui de renforcement des capacités du FESPACO. Avec un comité de pilotage de 7 membres et financé à hauteur de plus de 131 millions de francs CFA par l'Union européenne, ce projet vise plusieurs objectifs. Les objectifs visés par le projet, comme vous le savez bien, c'est de faire en sorte que les prochaines éditions du FESPACO soient mieux organisées, professionnelles, mais c'est en même temps également pour améliorer le rendement des professionnels qui accompagnent cette manifestation. C'est de faire en sorte à ce qu'on puisse avoir également un minimum d'accompagnement en termes de logistique, en termes d'acquisition de matériel, et pour pouvoir vraiment mener à bien les prochains FESPACO, et que nous puissions toujours mériter, n'est-ce pas, la qualification du capital du cinéma africain, et que cette institution qui a besoin d'être réorganisée à un moment donné, vu même les contraintes du monde moderne, vu l'avancée des différents festivals, que nous puissions être aussi à jour et répondre présent, n'est-ce pas, dans le concert des festivals. Pour les premiers bénéficiaires, ce projet vient à point nommé et ne saurait qu'être bénéfique. Bien, c'est un projet qui vient à temps, parce que nous avons toujours crié et chanté que le FESPACO allait à sa perte et vers son déclin, qu'il fallait se ressaisir. Alors je pense que la mise en place de ce projet-là, ça va permettre de donner une autre direction au FESPACO que nous voulons.
C'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes dans le comité de pilotage. Différent des autres projets pour son aspect à long terme, 4 ans en tout, ce projet d'appui porte l'espoir de la professionnalisation, de l'organisation et de la pérennisation du 7e art. Les personnes chargées de suivre et de traiter les atteintes et violations des droits humains ont désormais un nouveau guide référentiel. Édité par le ministère en charge des droits humains, le guide pour le traitement et le suivi des cas d'atteinte et de violation des droits humains a été officiellement présenté ce matin. Des précisions avec Joël Zoundi. Le guide pour le traitement et le suivi des cas d'atteinte ou de violation des droits humains est le nouveau document référentiel qui définit les orientations à l'adresse des personnes chargées de traiter et de suivre les atteintes et les violations des droits humains, édité par le ministère en charge des droits humains. Nous avons élaboré un guide pour le traitement et le suivi des cas de violation des droits humains, afin donc d'avoir une même vision pour le traitement des cas de violation des droits humains, afin de rendre effectifs les droits humains. Donc ce guide harmonise d'abord la compréhension de certains concepts, ensuite il présente un processus à suivre pour traiter les cas de violation des droits humains, et aussi il y a des conseils pratiques pour que quiconque vient au niveau du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique puisse se sentir à l'aise pour exprimer ses préoccupations afin qu'une dynamique puisse être impulsée pour le rétablir dans ses droits. C'est en vue de rendre effective sa mise en application qu'un atelier est organisé au profit d'une 60aine d'agents du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique. Ce guide, selon ses concepteurs, permettra une prompte réaction des différents services habilités dans le traitement des cas d'atteinte et de violation des droits humains et de résolution des crises et de gestion des réclamations à eux soumis. Dans le sens de l'amélioration des prestations des structures en charge du traitement des cas d'atteinte et de violation des droits humains, étant entendu que l'écoute et l'orientation des victimes de violation des droits humains n'est pas l'apanage du ministère en charge des droits humains, je fonde également l'espoir que ce guide soit mis à contribution par les autres structures, publiques ou privées, dans la conduite de leurs activités. Les droits humains sont des facultés, des libertés et des revendications inhérentes à chaque personne au seul motif de sa condition humaine. Ce sont des droits inéliables, irrévocables, intransférables et irréfutables. Parlant de droits humains, le MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, dit stop aux violations massives des droits humains au Burundi. Dans une déclaration, l'organisation a appelé donc au soutien au peuple burundais dans son combat courageux pour la protection et la défense des droits de l'homme et de la démocratie. Elle a par ailleurs lancé un appel au peuple africain à solidariser avec le Burundi. Et c'est parti pour la 3e édition du concours Je slame pour ma patrie. Les couleurs de cette édition ont été annoncées cet après-midi au cours d'une conférence de presse. Des détails avec Max Gombry. Un semblant que le semblant est juste un signe de pouvoir. C'est conscient que la force conjuguée de la pensée et du verbe peut être le moteur d'un élan patriotique que le ministère en charge de la culture et le service national pour le développement SND a procédé au lancement de la 3e édition du concours Je slame pour ma patrie. Un concours lancé dans le but de lutter contre l'incivisme et l'intolérance. Donc en 2013, le directeur général de SND qui venait d'arriver, le colonel Dabré, a eu l'idée quand même d'utiliser ces créneaux-là, le slam, qui est quand même une poésie urbaine qui venait d'arriver un peu au Burkina Faso, mais en tout cas qui intéressait beaucoup les jeunes. On a décidé d'utiliser ces créneaux-là pour parler à la jeunesse. On dit que pour parler aux jeunes, il n'y a pas mieux que les jeunes. Donc, et si vous utilisez encore leur langage, c'est encore mieux. Donc voilà comment est-ce que l'idée est arrivée. Puis bon, la première édition a démarré en 2013, suivie de la deuxième en 2014. Et voilà, nous sommes à la 3e édition en 2015 que nous lançons dès demain. Pour cette année, les thématiques sont diverses, à en croire le président du comité d'organisation. Nous le souhaitons parce que c'est vrai que la thématique imposée de façon générale, déjà celle qui est imposée, c'est sur le patriotisme et le civisme.
Alors, à la finale, nous imposons le thème du 11 décembre. Ça, c'est juste pour la finale. C'est pour cela qu'entre la demi-finale et la finale, nous mettons 1 mois pour permettre effectivement aux slameurs de mieux affûter leurs armes. Alors, à côté, il faut préciser que les slameurs sont libres de toute création, de toute inspiration, mais en même temps, on est prudent dans notre règlement intérieur, il est clair. Donc, il n'y a pas de propos racistes et religieux et sexistes et choses et tout. C'est vraiment du positif. Donc, vous êtes libre vraiment de vous inspirer de la lune, du vent, de l'eau et tout. Mais nous avons pensé qu'à côté, on pouvait aussi prendre en compte certaines thématiques qui sont préoccupantes aujourd'hui, notamment l'insécurité de façon générale. L'insécurité, c'est quoi? C'est aussi ce terrorisme qui est là à nos portes. Il va falloir qu'on ouvre les yeux. On prie Dieu que ce n'est pas encore arrivé, mais il ne faut pas croiser les bras et attendre que le monstre entre dans la case. Il faut noter que les organisateurs marquent déjà leur satisfaction, vu l'engouement que les 2 éditions précédentes ont suscité. De ce fait, ils espèrent que cette édition connaîtra un succès fulgurant. Loin de mes chaînes, j'espère me voir en train de hisser très haut ces idées haut. Le syndicat des financiers maintient sa pression sur le gouvernement de la transition. Ils ont tenu ce matin un sit-in au sein du ministère de l'économie et des finances pour exiger leur part du fonds commun. Ibrahim Zongo revient ici sur les différentes déclarations entre le SINAFI et le ministre en charge du budget, Amina Bila, tous reçus sur notre plateau du 13h ces derniers jours. La question du fonds commun continue de faire des gorgées chaudes au ministère de l'économie et des finances. Depuis ce mardi, le syndicat national des financiers observe un sit-in de 3 jours. Un sit-in au cours duquel il dénonce le silence du ministre en charge du budget sur la dite question. Situation que Madame la ministre déplorait déjà le dimanche 9 août dernier. Il faut d'abord dialoguer et malheureusement, nous constatons que le syndicat est un peu radical. Radical peut-être, mais de son côté, le SINAFI dit agir en fonction de l'urgence de ses programmes. L'Assemblée générale était convoquée. Donc nous, on voulait rencontrer les autorités pour pouvoir quand même donner le briefing maintenant à la base. Mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que nous, on peut faire? Donc c'est tout ça qui a amené un peu le clash. Chose que demande Madame la ministre. Ils trouvent que les autorités du département des finances ne les ont pas accordé les audiences qu'ils ont sollicitées, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il faut alors établir la vérité. C'est seulement vendredi que j'ai reçu un SMS qui me demandait une audience pour au plus tard 17h, alors que j'ai reçu le SMS à 16h30. Et j'étais en conseil de ministre extraordinaire de Kosiam jusqu'au ministère de l'économie et des finances. Je n'ai pas moins de 45 minutes à faire. Je leur ai signifié que je serais disponible à partir de 18h et ils ont dit non, qu'il n'est pas question de laisser tomber, ils n'ont plus besoin de moi, ils vont s'adresser à monsieur le ministre de l'économie et des finances et il n'est pas là. Mais sur le plateau du 13-14 de ce lundi 10 août, le secrétaire général du SINAFI s'inscrivait en faux quant à cette affirmation de Madame la ministre. Le message a été envoyé à 13h36 minutes et c'est vers effectivement 16h40 et quelques minutes que Madame le ministre nous a répondu qu'elle était en conseil du ministre et qu'elle ne pouvait pas venir, voilà, qu'elle a autre contrainte. Voilà. Effectivement, mais quand elle parle, elle dit que c'est à 18h qu'elle voulait nous recevoir. Je m'inscris en faux. Les messages sont là. Si vous voulez, je peux vous les montrer. C'est donc ce qui justifie ce sit-in de 72 heures, non seulement pour réclamer le fonds commun, mais aussi pour demander l'application du protocole d'accord obtenu depuis 2011 et qui devrait permettre de mettre fin aux écarts indemnitaires fois du SINAFI. Prévue pour prendre fin le 31 juillet 2015, l'opération spéciale de délivrance de permis d'exploitation des restaurants touristiques a été prolongée au 21 août. L'objectif visé étant de réglementer le secteur pour le rendre plus opérationnel. Viviane Bama a rencontré quelques restauratrices à ce sujet. Suivant. Soucieuse de la qualité des prestations dans les restaurants touristiques du Burkina Faso, le ministère du Tourisme et de la Culture avait initié jusqu'à la date du 31 juillet 2015 une opération spéciale de délivrance d'autorisation des permis d'exploitation des restaurants touristiques. D'abord, cela va permettre au ministère d'avoir une idée du nombre d'acteurs qui interviennent dans le domaine de la restauration au Burkina Faso et de mieux les accompagner dans le sens de la professionnalisation.
Parce que vous savez que lorsque le touriste se déplace, après le logement, le besoin qui suit immédiatement, c'est la restauration. Donc ce sont des acteurs importants, non seulement pour la promotion du tourisme international, mais également pour le tourisme interne. À ce jour, le ministère a recensé 72 demandes d'autorisation d'exploiter qui sont en traitement au niveau du ministère. Mais du côté des restaurateurs, les conditions d'obtention de ce permis n'ont pas été sans contrainte. Le diplôme du propriétaire ou bien une attestation d'expérience, alors qu'ici il n'y a pas une école de cuisine qui peut délivrer des diplômes tels que le diplôme officiel reconnu sur le terrain. Pour le ministère, cela y va de leur professionnalisme et par là de la renommée du pays. Je crois que pour cette opération spéciale, nous avons allégé les conditions et l'attestation professionnelle, une attestation professionnelle en qualité de cuisinier, etc., peut donc faire l'affaire. Il s'agit pour le ministère, au lieu de constituer, non pas de constituer, d'être un obstacle, mais plutôt d'accompagner ces acteurs. Au-delà de la difficulté à fournir certains documents, les différents demandeurs du permis d'exploitation des restaurants n'ont pas reçu de documents justificatifs de leur démarche en attendant de se voir délivrer le permis. Effectivement, après le dépôt, on nous a dit qu'ils vont contacter le numéro qui est sur la demande. C'était un peu inquiétant. On les fait confiance. Comme c'est un ministère, je me dis au moins s'ils sont là pour le développement du pays, ils vont prendre ça d'une grande envergure. Qu'à cela ne tienne, l'opération spéciale de délivrance des permis ne s'arrêtera pas là, selon le directeur général du tourisme. Les restaurants sont classés selon des fourchettes en fonction des services qui sont proposés aux clients. Et cela aura l'avantage, bien sûr le classement aussi va être accompagné de la position des panneaux d'identification des restaurants de tourisme. Donc cela aura l'avantage de donner plus de crédit à ces acteurs-là et aussi les touristes qui viendront au Burkina Faso sauront à travers ces panneaux que tel restaurant est accrédité par le ministère et a donc l'assurance qu'il aura des services de qualité. Première opération du genre, les responsables du ministère sont conscients que certaines choses sont à refaire. Et face à l'engouement suscité chez les tenanciers de restaurants, l'opération sera pour leur grand bonheur prolongée jusqu'à la date du 21 août 2015. À Bobo-Dioulasso, un réseau de reconditionnement frauduleux de gaz butane a été démantelé et 64 bouteilles de gaz saisies. C'est ce que l'on peut retenir du bilan du ministère de l'Industrie durant son opération contrôle spécial Ramadan. Une opération qui a permis de contrôler près de 6000 commerçants et de saisir des produits périmés ou prohibés. La cité de Basenko, située aux environs de Kilmoué, n'est pas seulement le reflet de belles infrastructures. Elle a également ses petits problèmes, notamment les voies d'accès à Sanakro. Nous dresse ici son constat. La cité de Basenko, inaccessible en ces périodes de pluie. Une voie inondée de flaques d'eau, difficile d'y passer tant pour les motos que pour les véhicules. À cela s'ajoute le manque de lampadaires pour ces riverains, synonyme d'insécurité pour les passants nocturnes. Au sein de la cité, les habitants sont mécontents et pour cause. Les voies d'accès posent beaucoup de problèmes. Pendant la saison hivernale, beaucoup de résidents ont des problèmes pour accéder à leur maison. Pour les voies d'accès à la cité principale, c'est un peu gâté. On attend d'ici là s'ils vont venir mettre le bitume. Peut-être ça, c'est prévu dans le plan, tout ça là. Ce qui manque. Sinon, quand il pleut, en tout cas en saison pluvieuse, c'est pas facile en tout cas d'accéder dans les logements. Mais ici même, il y a eu 2 cas même d'agression tout récemment. Il y a une dame qui s'est vue retirer sa moto, pas tout récemment, un autre jeune qui rentrait, qui s'est vu déposer de son argent. Donc si c'est le risque d'insécurité, c'est là.
Manque d'infrastructures sanitaires, manque d'écoles, absence de centres de sécurité sont entre autres les problèmes auxquels ces résidents sont confrontés. À cela s'ajoute la qualité des logements, des murs délabrés, des maisons fendillées, des installations électriques mal ficelées. Les propriétaires ne cachent pas leur dégoût. Les infrastructures sanitaires et sécuritaires n'existent pas. Et ce sont les mesures qu'on devait d'abord, les infrastructures sanitaires, sécuritaires, on devait d'abord les mettre en place avant que les habitants n'y arrivent. Mais ce qui ne fut pas le cas. Il y a beaucoup de maisons qui ont été attribuées. Aujourd'hui, on peut compter la population qui y habite parce que, à cause des infrastructures, à cause des problèmes de sécurité, de santé, les gens ne veulent pas venir. Ces logements sociaux vont de 5 500 000 à 7 500 000 selon la grille salariale et les 10 propriétaires ont jusqu'à 20 ans pour solder leur crédit. Parlons à présent d'une autre problématique, c'est bien celle des nids de poules. Et l'avenue Tansoba, l'axe Ménan, de la pédiatrie Charles de Gaulle en passant devant le CIAO est parsemé de ces nids de poules. Une situation qui rend la circulation difficile, encore plus en cette saison pluvieuse. Max Gombré. C'est à cette gymnastique que s'adonnent quotidiennement les usagers de l'avenue Tansoba lorsqu'ils empruntent la voie. Et pour cause, la présence non négligeable des nids de poules. Une situation que vivent les riverains malgré eux. On est obligé d'aller doucement. Auparavant, on peut mettre au moins 2 heures du temps ou même 3 heures du temps. Mais aujourd'hui, on est obligé de mettre au moins 4 heures, 5 heures du temps avant d'arriver. Problème, par exemple, la voie est abîmée. La voie est carrément abîmée. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Vous voyez la voie qui mène de la pédiatrie à l'échangeur de Ouaga 2000. Vraiment, c'est gâté. On ne sait même pas comment. Ça provoque avec les trous. Quand tu roules, pour éviter quelqu'un, tu es obligé, souvent même tu cognes quelqu'un. Vraiment, c'est grave. On ne sait même pas comment on va faire. On est obligé de faire avec, puisqu'on veut manger. Ironie du sort, cette voie passe devant une mairie, celle de Bogodogo. Est-ce une négligence ou une impuissance? Sincèrement, là, moi, je n'ai pas encore vu la mairie faire grand-chose. Bon, je ne veux pas gâter le nom de quelqu'un, mais bon, je n'ai pas encore vu la mairie faire grand-chose. Non, honnêtement, ils ne sont pas venus. Je suis allé voir même la mairie de l'arrondissement numéro 5 et j'ai même demandé le premier responsable en lui disant est-ce que nous pouvons avoir de la terre? Parce que la fois passée, ils nous ont dit qu'ils vont venir déposer de la terre et à partir de ça, nous allons enlever et puis boucher les trous. Jusqu'à présent, je ne vois pas. Et ne sachant plus à quel sein se vouer, la population demande l'aide du gouvernement. Ce que je demande à ce qu'on fasse, c'est que le gouvernement, l'État fasse quelque chose. On sait que ce n'est pas facile, on sait que c'est la transition. Oui, c'est la transition, nous tous nous sommes d'accord, mais quand même c'est le sable ou bien quelque chose de ce genre-là pour pouvoir remplir les trous qui sont sur la voie là, afin d'éviter les accidents. Parce que là, hier même, à cause de ça, j'ai voulu talonner quelqu'un. Et bon, à cause de ça, tu vas talonner quelqu'un, le maire, il s'en fout, c'est nous. L'avenue Tansoba reste une voie à multiples dangers pour les usagers, surtout en cas de pluie. Ce, malgré la sonnette d'alarme, mais une fois tirée. Hors de nos frontières, au Mali, l'attaque contre un hôtel à Sévaré a été revendiquée aujourd'hui par un cadre djihadiste, un groupe proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa. Rappelons que cet attentat terroriste avait coûté la vie à 13 personnes de sources officielles. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.